La nuit tombait lentement sur la ville de Sangaré, paisible et silencieuse. Idriss, homme d'affaires respecté, venait de clore un contrat important dans la ville de Baraka. Il avait annoncé à sa femme, Élise, qu'il rentrerait le lendemain. Pourtant, un élan de tendresse le poussa à la surprendre. Il s'arrêta en chemin pour acheter son plat favori, du poisson braisé et un petit bouquet de fleurs. L'idée de retrouver sa femme et sa mère, Madame Aminata, l'émouvait. Depuis que cette dernière avait emménagé chez eux, souffrant de perte de mémoire, Idriss rêvait d'une véritable harmonie familiale. Mais lorsqu'il s'approcha de la maison, une scène glaçante le figea. La porte entr'ouverte laissait s'échapper des cris. Une gifle claqua dans l'air, suivie d'un sanglot étouffé. Puis la voix d'Élise dure et tranchante. « Vieille folle, tu crois que tu vis chez toi ici? Je vais t'envoyer en foyer, tu verras. » Idriss, tremblant, poussa la porte. Il vit sa mère effondrée au sol, le pagne défait, les bras levés en défense. Élise se tenait devant elle, furieuse, les yeux pleins de rage. Il resta muet, paralysé. Ce n'était pas une erreur, c'était une vérité qui habitait sa maison. Ce soir-là, Idriss ne dit rien, pas un mot. Il laissa tomber les fleurs à côté du jardin et monta s'enfermer dans la salle de bain. Son cœur battait lourdement, non pas de colère, mais d'une douleur froide et muette. La scène qu'il venait de voir l'habitait tout entier. Sa mère, Madame Aminata, n'avait pas seulement été humiliée, elle était terrorisée. Et Élise n'avait pas eu un seul frisson de culpabilité en la frappant. Quelques heures plus tard, comme si de rien n'était, elle entra dans la chambre, un sourire tendre accroché aux lèvres, et l'enlaça par derrière. « Tu m'as tellement manqué. Le voyage s'est bien passé ?» demanda-t-elle avec sa voix douce, presque chantante. Idriss l'observa sans répondre, ses yeux cherchant à percer l'épaisse couche de mensonges qui recouvrait son visage. Elle parlait du week-end, d'un nouveau projet de rénovation, d'un dîner entre amis. Elle glissait même ses mains sur sa cuisse comme pour faire diversion. Il restait de marbre. « Tu es étrange. Quelque chose ne va pas ?»« Juste fatigué, » répondit-il enfin, mécaniquement. Ce soir-là, il ne la toucha pas, et elle le sentit. Dans la chambre du fond, Madame Aminata s'était enfermée. Elle ne mangeait plus, parlait à peine. Lorsque son fils la rejoignit, elle le fixa longuement. Ses yeux semblaient chercher un refuge, un repère dans le flou de sa mémoire déclinante. Elle a pris mon pagne et la porte. « Maman, qui t'a fait ça? Je crois que je suis tombé la nuit. » Mais sa voix tremblait. Idriss connaissait ce tremblement. Ce n'était pas l'oubli. C'était la peur et la honte. C'est alors qu'Élise entra, un torchon à la main avec son sourire enjôleur. « Parfait. Tu l'aides, c'est bien. Elle refuse encore ses médicaments aujourd'hui. Tu sais comme elle fabule parfois. » Idriss se retourna lentement, fixant les bleus qu'il voyait sur le bras amaigri de sa mère. « Elle dit qu'elle est tombée, mais je ne vois aucune trace de chute. Tu sais ce que c'est, les malades d'Alzheimer. Parfois, ils inventent. Hier encore, elle accusait notre chat d'avoir volé sa bague de mariage. » Et elle rit. Un rire étrange. Mais dans les yeux d'Idriss, il n'y avait plus de rire, plus de confiance, juste une lente descente dans un doute profond. Ce soir-là, il comprit que le mal dans sa maison ne portait pas de masque de monstre. Il portait un sourire. Le lendemain matin, Idriss proposa à sa mère de l'aider à se laver. C'était un geste habituel le week-end, mais cette fois, il avait un autre objectif. Il voulait voir, il voulait savoir. Il l'installa délicatement sur le petit tabouret en bois, l'aida à retirer son chemisier, puis resta figé. Sur l'épaule d'Aminata, une longue marque rouge. Sur l'avant-bras, un bleu en formation. Et près de la hanche, une tache violacée plus sombre, plus ancienne. Il sentit son souffle se bloquer. « Maman, qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, sa voix brisée. Elle cligna des yeux lents, comme une poupée fatiguée. « Je crois que je suis tombé. Oui, tombé, la nuit. » Mais ses mots flottaient, tremblaient, se heurtaient à une peur intérieure. Il la connaissait trop bien pour croire à une simple chute. Avant qu'il ne puisse insister, Élise fit irruption dans la pièce, et comme convoquée par un sixième sens. « Ah, tu es avec elle? Super! Elle refuse encore ses médicaments, et elle raconte des choses. Elle a même accusé le chat de lui avoir pris sa bague, tu te rends compte? » Sa voix était sucrée, bien trop sucrée. Ses yeux, eux, passaient trop vite d'Idriss aux marques sur la peau de sa mère. « Tu sais comment sont les gens atteints de démence, non ?» ajouta-t-elle.
Mais Idriss ne répondit pas. Il finit de sécher sa mère, mais lui enfila son pagne et la ramena lentement dans sa chambre. Le silence entre lui et Élise devenait un mur qui séparait désormais deux mondes, celui de l'apparence et celui de la vérité. Ce jour-là, il se souvint. Il se souvint de ce jour, des années plus tôt, lorsqu'il avait présenté Élise à sa mère pour la première fois. Elle avait pris la main d'Aminata et l'avait frottée doucement, comme une infirmière bienveillante. Idriss avait cru qu'elle serait la fille qu'il n'avait jamais eue. Il l'avait crue sincère. Et il avait tout donné. Mais désormais, il voyait autrement. Et pour la première fois, un soupçon brûlant lui traversa l'esprit. Et si tout cela avait toujours été un plan? Quelques jours passèrent. La tension dans la maison s'épaississait comme un nuage bas avant l'orage. Aminata parlait de moins en moins. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre, les yeux perdus vers un horizon intérieur. Mais un matin plus clair que les autres, alors qu'Idriss lui appliquait de la pommade sur un nouveau bleu apparu sur son coude, elle murmura, presque sans bouger les lèvres. « Je l'ai écrit. Je ne voulais pas oublier. » Il s'arrêta net. « Écrit quoi, maman ?» Elle tourna lentement la tête, fixant le vide, comme si les souvenirs étaient de l'autre côté d'un mur invisible. « Elle me fait du mal. Elle dit des choses méchantes, mais je l'ai noté. Le petit carnet, bleu ou vert peut-être ? Je l'ai caché, je ne me souviens plus où. » Un frisson lui traversa l'échine. Ce n'était plus une supposition. Ce n'était plus un soupçon. C'était une piste. Dès qu'Élise quitta la maison ce jour-là pour aller faire des courses, Idriss se transforma en enquêteur. Il fouilla la chambre de sa mère avec la précision d'un chirurgien. Derrière les étagères, dans les boîtes, sous les matelas, dans les chaussures. Rien. Et quand il retournait la voir, elle ne savait plus. Sa mémoire fuyait comme de l'eau entre ses doigts. Le carnet ? Quel carnet ? Peut-être que je n'ai rien écrit, murmurait-elle confuse. Pendant ce temps, Élise devenait de plus en plus parfaite. Trop parfaite. Elle préparait les repas avec soin, embrassait sa belle-mère en public, riait à table, parlait de faire appel à une infirmière. Elle jouait la comédie à la perfection. Mais Idriss voyait les failles. Il notait tout. Ses allées et venues, les moments où elle s'attardait dans la chambre d'Aminata, les objets déplacés, les regards trop rapides. Un soir, après qu'Aminata eut encore murmuré à propos du carnet, Élise passa 1 heure dans sa chambre. 1 heure entière. L'avait-elle trouvé? L'avait-elle détruit? Replacé ailleurs? Idriss ne savait pas. Mais ce qu'il savait désormais, c'est que sa mère disait la vérité. Même avec un cerveau en morceaux, elle n'inventait pas la peur. Et ce carnet, s'il existait, pouvait être la clé pour révéler le monstre derrière le sourire. Ce matin-là, une lumière douce baignait le salon. Idriss avait préparé du café, le visage encore marqué par les insomnies. Il s'efforçait de sourire, d'oublier les tensions récentes, de croire qu'il avait rêvé les marques sur le dos de sa mère. Mais la paix était un luxe fragile. Un coup à la porte. Puis la voix joyeuse d'Élise. « Mamadou !» Idriss releva la tête. Mamadou, son frère d'âme, son complice de toujours, entrait dans la maison comme un roi en terrain conquis. Élise courut vers lui, bras ouverts, l'embrassa sur les 2 joues, puis murmura quelque chose à son oreille. Trop bas pour qu'Idriss entende, trop intime pour ne rien signifier. Elle rit, lui aussi, un peu trop fort. Idriss resta figé. Quelque chose dans cette scène clochait. Le monde s'était ralenti, étouffé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Mon frère !» lança Mamadou en s'asseyant avec l'aisance d'un habitué. « Ta femme est toujours aussi resplendissante. Tu es un homme chanceux. » Un sourire poli se dessina sur le visage d'Idriss. Mais au fond de lui, une étincelle froide venait de naître. Ils parlèrent longtemps. De projets, de souvenirs d'université, de start-up qui avaient échoué, de réussite aussi. Mais au détour d'une phrase, Mamadou glissa. « Dis-moi, le terrain derrière la ferme de ton père, c'est encore au nom de ta mère, hein? Tu devrais régulariser ça. C'est important pour la succession. » Idriss hocha la tête, tout en sentant son cœur se glacer. Pourquoi cette question, maintenant? Pourquoi ce terrain, précisément? Cette nuit-là, tandis qu'Élise dormait dans une posture parfaite d'innocence, Idriss descendit au bureau. Il alluma l'ordinateur, fouilla les archives familiales, les fichiers juridiques, les courriels récents. Et là, il trouva la preuve. Un document. Une demande officielle d'évaluation foncière, datée de 2 semaines.
Émise par une société écran, elle portait la signature d'un certain consultant, lié à Mamadou. Le terrain concerné, celui de son père. Celui qu'Élise avait toujours juré vouloir préserver pour la mémoire familiale. Mais elle n'avait jamais parlé de cette démarche. Alors, les pièces du puzzle tombèrent, une à une. Les marques sur le dos d'Aminata. Les prétextes d'Élise pour la placer dans un foyer. Les sourires trop bien calibrés. Les discussions chuchotées avec Mamadou quand Idriss tournait le dos. Tout cela n'était pas une série d'incidents. C'était un plan, une stratégie, un coup monté. Et elle ne travaillait pas seule. Élise était l'araignée, tisseuse de mots doux, d'illusions confortables. Mamadou, le serpent, silencieux, patient, prêt à frapper. Idriss comprit cette nuit-là que son foyer n'était pas une maison, c'était une cage, une pièce d'échecs où il n'avait jamais été que le roi endormi, entouré de pions complices. Et il décida, sans un mot, que le jeu allait changer. Ce fut un simple incident, un banal oubli. Un bol de thé que Madame Aminata déposa sur le mauvais meuble. Mais pour Élise, c'était l'occasion parfaite pour laisser tomber le masque. « Vieille sorcière, tu veux salir cette maison avec tes manières de villageoise ?» cria-t-elle, le regard dur comme le fer. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Les fenêtres étaient closes. La porte d'entrée bien fermée. Puis elle le fit. Dans un geste brutal, elle arracha la bague de mariage qu'Aminata portait depuis ses 22 ans. « Tu ne mérites plus de porter ça !» siffla-t-elle. Aminata porta aussitôt la main à son doigt nu, les larmes inondant son visage ridé. « C'est tout ce qu'il me reste de lui », murmura-t-elle faiblement. Mais Élise tourna les talons, insensible. « Eh bien, maintenant, c'est à moi. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une voisine, Maïmouna, était passée ce jour-là pour emprunter du piment. Par hasard, elle jeta un œil par la fente du rideau de la cuisine. Elle vit, elle entendit, et son cœur se glaça. Lorsque Linda aperçut un mouvement à travers le rideau, elle changea aussitôt de ton. « Maman, pourquoi tu cries encore comme ça? Allez, viens, on va se reposer. » Elle força Aminata à regagner sa chambre, feignant douceur et patience. Mais le mal était fait. Plus tard dans la soirée, Idriss rentra du travail et trouva sa mère assise seule dans le couloir, les mains jointes, le regard vide. Elle fredonnait des berceuses anciennes en serrant son doigt nu là où la bague était autrefois. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Ils ont tout pris, même lui. » Puis elle retomba dans un silence lourd. Ce soir-là, quelque chose se fissura en Idriss. Il ne pouvait plus douter. Le monstre avait dérobé l'unique chose sacrée qui liait sa mère à son passé. Et il était temps de l'arrêter. Le quartier dormait, plongé dans un silence paisible, quand une silhouette fragile s'échappa doucement par la porte d'entrée. Madame Aminata marchait pieds nus sur l'asphalte froid, un mouchoir noué à la main, parlant toute seule à voix basse. « Ne prends pas ma bague, il va rentrer bientôt. Mon fils, il va venir. » Elle errait, désorientée, ses pas lents et hésitants. Une moto faillit la percuter de peu. La conductrice cria, une autre voisine surgit. Des éclats de voix montèrent. Idriss, réveillé par le tumulte, sortit précipitamment et vit sa mère au milieu de la rue, tremblante et perdue. Il courut vers elle, la prit dans ses bras comme un enfant blessé. « Maman, pourquoi es-tu sortie? Qui t'a laissé seule ?» Aminata ne répondit pas. Elle se blottit contre lui, comme une fillette. Quand ils rentrèrent, Élise les attendait dans le couloir, une serviette à la main, feignant l'inquiétude. « Je suis allé dans la cuisine. Je ne savais pas qu'elle était sortie. » Idriss la regarda longuement. Pour la première fois, elle détourna les yeux. Ce matin-là, un dimanche, Élise s'activa comme jamais. Elle aida Aminata à s'habiller, lui noua un foulard en soie, ajusta un collier en perles. Elle riait, souriait, jouait la belle-fille exemplaire. Devant les voisins, elle glissa le bras d'Aminata sous le sien et déclara en riant. « Regardez-nous! On devient meilleurs amis, hein, mamie ?» À l'église, elle ne cessa d'attirer l'attention. Elle soutenait la vieille dame, lui murmurait des versets, essuyait son front. Une comédie parfaitement orchestrée. Idriss observait tout. Silencieux, les poings fermés, le visage figé. Puis, pendant la séquence des témoignages, Élise surprit toute la congrégation. Elle s'avança au micro. « Je voudrais remercier Dieu pour la force qu'il me donne chaque jour pour m'occuper de ma belle-mère. Beaucoup auraient choisi de la mettre dans un foyer. Mais moi, je crois que l'amour familial est sacré.
Elle essuya une larme parfaitement synchronisée. La foule applaudit. Même le pasteur hocha la tête avec admiration. Idriss avait envie de crier. Mais il ne dit rien. Il regardait autour de lui. Des visages confiants, des sourires fiers. Personne ne voyait. Personne ne savait. Et à cet instant, il comprit une chose terrible. S'il ne trouvait pas la preuve écrite, personne ne le croirait. La maison semblait calme, presque paisible. Mais pour Idriss, chaque silence était un cri étouffé. Ce matin-là, alors qu'Élise était partie à un rendez-vous chez la coiffeuse, Idriss entra doucement dans la chambre de sa mère. Elle était assise sur le lit, fixant le mur, les doigts jouant machinalement avec l'ourlet de son pagne. Il s'agenouilla devant elle, lui embrassa le front. « Maman, tu te souviens du carnet dont tu m'as parlé ?» Elle resta muette, le regard embué. Puis, dans un souffle à peine audible, « Je l'ai mis sous le plancher, la boîte. » Son cœur se figea. Le plancher. Idriss écarta les pagnes, les contenants, puis observa les lames de bois au sol. L'une d'elles semblait légèrement décalée. Avec des doigts tremblants, il la souleva. Sous la poussière, il trouva une petite boîte en bois, usée par le temps. Il l'ouvrit. Un carnet bleu. Épais, fragile, les coins froissés, l'encre parfois pâle, parfois tachée. Il feuilleta les pages, le souffle court. Chaque ligne était une confession. Chaque mot, une plaie ouverte. Elle m'a enfermé dans la salle de bain pendant des heures. Elle a dit que je sentais le bouc. Elle a ri avec Mamadou. J'ai vu leurs lèvres se toucher. Elle m'a dit que le terrain serait bientôt à eux. Mon fils est aveugle. Peut-être que je devrais mourir pour qu'il voie. Idriss s'assit au sol, le carnet entre les mains. Sa gorge se noua. Il relut les mêmes lignes encore et encore. C'était la preuve qu'il attendait. La vérité crue. La voix de sa mère, celle qu'on avait tenté d'éteindre. Aminata tourna doucement la tête vers lui. « Ai-je écrit quelque chose ?» murmura-t-elle faiblement. Il prit ses mains. « Oui, maman, tu as écrit quelque chose de très important. » Elle hocha la tête lentement, les yeux dans le vide. « Elle porte 2 visages. J'ai essayé de me souvenir, mais mon esprit me le cache. »« Je te crois, maman. Je crois tout maintenant. » Elle posa sa tête sur son épaule, et pour la première fois depuis longtemps, elle semblait en paix. Mais Idriss, lui, brûlait. Il photographia chaque page, numérisa chaque mot, et il remit le carnet à sa place, refermant la lame du plancher comme un secret prêt à éclater. Le piège pouvait enfin se refermer. Le piège Idriss n'était plus le même homme. Il avait vu, il avait compris, et désormais, il agissait. Le lendemain matin, il embrassa Élise sur le front comme d'habitude. « Je pars pour une conférence à Kuruna. Je ne serai pas joignable aujourd'hui. » Elle sourit, confiante. « Tu me ramèneras quelque chose, hein ?» Bien sûr. Mais ce qu'il s'apprêtait à ramener, c'était sa chute. Au lieu de se rendre à une conférence, Idriss fonça au cabinet de Maître Dembélé, un vieil avocat respecté, discret et loyal, qui avait géré autrefois la succession de son père. Il lui remit un dossier. Les photos du carnet, les bleus, les enregistrements audio, les documents de transfert falsifiés signés au nom de Madame Aminata, avec une fausse empreinte digitale. Maître Dembélé feuilleta longuement, puis releva les yeux, grave. « Mon fils, ce que tu détiens là n'est pas une simple trahison. C'est une machine à détruire. Tu peux demander le divorce, faire geler les biens, porter plainte pour fraude, maltraitance sur personnes vulnérables et association criminelle. Mais es-tu prêt pour la guerre ?» Idriss hocha la tête. « Elle l'a mérité. Elle a frappé ma mère, manipulé mon foyer et trahi tout ce que je suis. Je n'ai plus peur. » Ils montèrent un plan. Le terrain familial serait immédiatement bloqué par une requête judiciaire. Un détective privé fut engagé pour suivre Élise et Mamadou, documenter leurs mouvements, leurs rencontres, leurs échanges. Idriss continuerait de jouer le rôle du mari aimant jusqu'à la dernière minute. Pendant 2 semaines, il fit semblant. Il rentrait avec des fleurs, riait aux blagues d'Élise, l'embrassait sur la joue. Elle crut qu'il oubliait. Elle se détendit. Elle reparla du terrain. Elle dit même, peut-être qu'on pourrait y construire une maison d'hôte, un duplex, tu vois? Idriss souriait. Oui, on en parlera demain. Mais cette nuit-là, il ne dormait pas. Il surveillait, il enregistrait, il préparait. Le détective revint avec ce qu'Idriss redoutait, mais attendait. Photo d'Élise entrant et sortant d'un hôtel avec Mamadou. Enregistrement d'un échange abject. Le vieux terrain sera à nous dans quelques semaines. Idriss ne voit rien. Il est aveugle.
Cette nuit-là, Idriss posa le dossier sur la table de la salle à manger face à Élise. Elle entra, confuse de le voir si sérieux. « C'est quoi ?» demanda-t-elle. Il resta silencieux. Elle ouvrit, feuilleta, reconnut les pages du journal, les photos, les transcriptions audio. Son visage blêmit. « Tu as tout planifié ?»« Non. Toi, t'as tout fait. Moi, j'ai juste ouvert les yeux. » Elle tenta de rire, de manipuler encore. « Personne ne croira à ces écrits d'une vieille femme sénile. » Peut-être, mais ils croiront les enregistrements, et les documents que tu as signés, et les témoins, et ta propre sœur. Élise recula, tremblante. « Tu vas ruiner ma vie ? Non, tu t'en es chargé toi-même. » Le soleil brillait ce samedi-là sur le vieux compound familial Idriss Sissoko, à Sangaré. Sous le manguier centenaire où son père organisait autrefois les réunions de village, des chaises furent alignées en cercle. Idriss avait convoqué tout le monde. Sa famille, la famille d'Élise, les voisins, le pasteur, et surtout, Maître Dembélé, l'avocat. Élise arriva la dernière, maquillée, apprêtée, vêtue d'une robe jaune éclatante, souriante, ignorante. « Chérie, tu m'as dit qu'on avait un dîner ? C'est quoi cette assemblée ?» demanda-t-elle rieuse. Idriss ne répondit pas. Il se leva, planta ses pieds dans la terre battue et regarda chaque personne dans les yeux. « Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour festoyer. Nous sommes là pour écouter. » Il sortit une télécommande de sa poche. Appuya sur un bouton. La voix d'Élise remplit l'air, froide, moqueuse. Elle mérite de mourir. Idriss ne voit rien, on aura le terrain. Puis vinrent les photos projetées sur un petit écran, les bleus sur le corps d'Aminata, les pages du journal, les photos d'Élise et Mamadou s'embrassant devant un hôtel. La foule se figea. Le silence fut absolu. Élise se leva brusquement. « Ce sont des faux. Tu veux me salir, toi, ton avocate. Et cette vieille folle sénile. » Mais Maître Dembélé s'avança. « Les documents sont légaux, les enregistrements authentifiés, et ce journal n'est pas celui d'une folle. C'est celui d'une mère qui a tenu bon. » Des voisins commencèrent à murmurer. Puis Maïmouna, la voisine, se leva. « Je l'ai vu, gifler maman Aminata. J'ai eu peur. Je me suis tue, mais maintenant je le dis. » Un autre homme suivit. Puis une troisième personne. Les langues se délièrent. Les yeux s'ouvrirent. Et Élise s'effondra. Elle hurla, pleura, accusa tout le monde. Mais plus personne ne l'écoutait. Quand Mamadou arriva, convoqué sous prétexte d'un projet immobilier, il se retrouva face à ses propres messages imprimés. Il tenta de nier, puis de fuir. La police arriva peu après, les documents de transfert falsifiés en main. Élise fut arrêtée, Mamadou aussi. Et pendant que les gendarmes les emmenaient, Idriss retourna dans la maison auprès de sa mère. Elle était assise, paisible, sur le banc du jardin. Il s'agenouilla devant elle. « Ils savent, maman. Tout le monde sait. Et plus personne ne te fera de mal. » Elle leva les yeux, légèrement vitreux, mais lumineux. « Mon fils, tu as enfin ouvert la porte. » Il ferma les yeux et la serra dans ses bras. Épilogue, le banc de la mémoire. Les mois passèrent. Élise fut condamnée pour maltraitance et fraude. Le mariage fut dissous. Mamadou disparut des radars. Idriss transforma le terrain qu'on avait tenté de voler en centre de repos pour femmes âgées vulnérables. Il baptisa le lieu la Voie d'Aminata. Sa mère y passait ses jours, entourée de soins et de chaleur. Dans le jardin, un banc portait une plaque dorée, à celle qui s'est souvenue juste assez. Et chaque fois qu'il s'asseyait là, Idriss se souvenait qu'il avait presque tout perdu. Mais qu'en ouvrant les yeux, il avait sauvé la vérité.